Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 13 janvier 2023 du Minimag La Lettre de l'Acheteur, le Minimag dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Et il est désormais temps de recevoir sur notre plateau pour l'interview du jour, monsieur Arthur Portier. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Arthur, je rappelle que vous êtes Commodities Analyst chez Agritel et avant de vous écouter, d'entendre votre intervention, je tiens à préciser que votre intervention est un enregistrement, que nous sommes le 11 janvier 2023 et qu'elle sera diffusée le 13 janvier prochain. Arthur, avec vous, on va d'abord dresser un bilan de l'année, de la saison 2022, une année 2022 marquée par une forte volatilité sur les marchés. Quelles en sont les raisons? Pouvez-vous nous rappeler les raisons de cette forte volatilité? Alors c'est vrai, on est sur une année extrêmement volatile, des amplitudes de variation qui sont colossales, même inédites dans l'histoire des matières premières agricoles. Il s'avère qu'il y a eu énormément de facteurs qui se sont succédés avec un point d'orgue le 24 février, avec ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui est un accélérateur de la hausse. Mais il faut savoir que les marchés étaient déjà tendus. Il y avait déjà une tension sur les bilans puisque l'année précédente, l'année 2021, avait été marquée par de faibles productions, notamment au Canada. Donc on partait d'une situation qui était déjà tendue, avec des prix à plus de 250 € la tonne, et qui s'est accélérée avec l'arrêt des exportations ukrainiennes sur la période février-août, grosso modo. Donc beaucoup de volatilités qui ont été derrière amplifiées par de plus en plus d'incertitudes qui ont été météo, géopolitiques, macroéconomiques, et ce sont ces éléments qui expliquent les amplitudes de variation colossales. Qui expliquent donc ces amplitudes de variation colossales. Du coup, que attendre pour 2023? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les marchés agricoles retournent vers une forme de normalisation, ou bien au contraire, on va assister à un changement de paradigme? Alors sur les marchés agricoles, il n'y a pas de normalisation, pour la simple et bonne raison que historiquement, on est toujours dépendant de la météo, et qu'aujourd'hui, la météo fait des siennes. Il ne se passe pas une journée ou une semaine sans qu'on entende parler de « il fait trop chaud dans telle région » ou « trop froid dans cette région ». Donc il n'y a pas de normalisation. Maintenant, à quoi s'attendre aujourd'hui pour 2023? Sans parler de perspectives de prix, on peut déjà s'attendre à une nouvelle année remplie de volatilité. Pourquoi? Parce que les opérateurs gardent en tête qu'il peut se passer un conflit, gardent en tête qu'il peut se passer un problème sanitaire, gardent en tête que la situation macroéconomique avec la récession qui devrait suivre l'inflation dont on parle beaucoup est présente et pèse dans les marchés. Donc des amplitudes de variation qui resteront extrêmement importantes, et donc ce terme changement de paradigme est réel aujourd'hui. C'est terminé de voir le marché grosso modo évoluer de 1 € par séance. D'accord, alors quand vous dites qu'en fait, au-delà des facteurs météorologiques, il faut s'attendre maintenant à de la macroéconomie en fait. C'est les effets macroéconomiques, géopolitiques qui pourraient peser en tout cas sur les marchés agricoles. Du coup, ces facteurs macroéconomiques dont vous parlez, en fait, ils auront un impact sur le marché des devises, sur la parité euro-dollar. C'est ça, c'est cette variable macroéconomique à laquelle il faut faire attention particulièrement. Alors, on le sait, les opérateurs regardent d'abord les fondamentaux, c'est-à-dire l'état de l'offre et la demande, voir si c'est équilibré ou déséquilibré. Et après s'ajoute évidemment la compétitivité de nos origines. Et cette compétitivité de nos origines, des origines françaises notamment, dépend de la parité euro-dollar. Les dernières semaines sont parlantes. Lorsque la parité passe de 0,95 à 1,07 grosso modo, automatiquement on a un repli de 30 à 40 € la tonne sur les prix du blé, quand en dollars la tonne on n'a perdu que 15 $ la tonne. Donc il y a un ajustement qui se fait par rapport à nos concurrents. Ça peut être le bassin mer Noire, les Russes, les Ukrainiens notamment. Mais oui, aujourd'hui, l'aspect monétaire et notamment la parité euro-dollar est un facteur clé à suivre. Tout comme le pétrole, puisque lorsque vous faites des études de corrélation, jamais nous avons eu un prix du blé à plus de 320 $ la tonne avec un baril à 70. Donc on le sait, le pétrole est aussi facteur de soutien pour les commodities agricoles. D'accord, donc le pétrole qui reflue actuellement devrait permettre au cours de reflux également, c'est ça? C'est ce qui se passe actuellement. Nous sommes à 290 € la tonne sur Euronext à l'heure où on se parle, sur les prix du blé, tout simplement parce qu'on a en partie un pétrole qui a chuté, une parité euro-dollar qui a grimpé, sans pour autant que les fondamentaux aient changé de manière drastique par rapport à fin décembre. On n'a pas eu de nouvelles. On sait qu'il va y avoir une bonne production en Australie. C'est désormais acté. On sait que la Russie a fait une très bonne production cette année, mais il n'y a pas eu de nouveaux éléments en ce début janvier. Le blizzard aux États-Unis, c'est pas un nouvel élément qu'il faut prendre en compte? C'est un élément qu'il faut prendre en compte, mais une nouvelle fois, lorsque l'on regarde les différents éléments qui peuvent faire varier les marchés des matières premières agricoles, il est toujours bon de prioriser certains plutôt que d'autres. Aujourd'hui, les opérateurs sont très intéressés sur la partie économique et, on va dire, stressés par rapport à ça. Évidemment, il n'y a pas la place pour un incident climatique aujourd'hui parce que même s'il y a du blé sur la scène internationale, il est concentré en Russie. Donc logistiquement, ils ne pourront pas sortir plus de 40, 43, 45 millions de tonnes, peu importe. Mais clairement, s'il y a un incident climatique chez un autre pays exportateur dont peut faire parler les États-Unis actuellement avec la vague de froid et surtout le déficit hydrique qu'ils ont connu, ça peut engendrer une hausse à horizon moyen terme. Nous sommes dans un déficit hydrique qu'on retrouve également en Amérique du Sud, en Argentine,
l'Argentine, je crois également. Tout ça sont des facteurs qu'il faudra avoir à l'œil, comme la Chine qui s'ouvre actuellement, qui tente de s'ouvrir en tout cas. Du coup, c'est un facteur qui pourrait peser sur les marchés agricoles. Alors la Chine en 2019-2020 a explosé en termes d'achat, on le sait, ils ont fait des stocks stratégiques pour pallier les problèmes logistiques qu'il pouvait y avoir par rapport au Covid, donc ça a entraîné une forte hausse des marchés et déséquilibré d'ailleurs tous les marchés, le fret également, qui avait fortement bondi à cette période. Il s'avère que la crise sanitaire que connaisse la Chine actuellement a un impact majeur sur les marchés. On a une réduction des importations, notamment de la part de maïs en provenance des États-Unis. Donc ça a pesé sur les marchés. Le fait que le gouvernement ait changé son fusil d'épaule et mis de côté la politique zéro Covid pour s'ouvrir, à court terme, c'est problématique puisque les Chinois aujourd'hui ont du mal à retrouver vie courante. On le voit, il y a des contaminations extrêmement importantes. Maintenant, les opérateurs sont optimistes sur le moyen terme, à savoir dès lors que l'immunité collective peut-être sera atteinte et que la vie reprendra, alors la Chine pourrait reconsommer. Et ça sera un point clé à surveiller au premier trimestre 2023. On va passer de la Chine à la France et à l'Europe, on va dire au bassin, au sud-Europe, qui fait face à une crise sanitaire, mais une crise sanitaire animale, la grippe aviaire. Est-ce que le fait d'abattre par millions toutes ces volailles a un impact sur le cours, notamment du maïs éventuellement ? Ça a un impact significatif. Lorsque vous regardez la consommation des fabricants d'aliments du bétail en termes de céréales, donc principalement orge, blé et maïs, on est sur des niveaux historiquement faibles. S'ajoute à cette crise sanitaire du point de vue élevage, une crise économique et principalement une crise liée à l'énergie, qui de ce fait, certains meuniers ont consommé également moins de blé. Donc si les exportations françaises hors Union européenne ont été relativement dynamiques sur le début de campagne, là sur les mois de juillet à décembre 2022, on s'aperçoit qu'au niveau européen, la consommation est un petit peu en berne en raison de ces crises que l'on connaît. Alors on parle de crise sanitaire, humaine, animale. Il y a aussi un autre facteur, il y a une autre crise actuellement, c'est la crise énergétique qui impacte de plein fouet toutes les TPE, PME françaises, du coup, et même on va dire européennes. Du coup, est-ce qu'il faut s'attendre ? On s'attend à ce qu'elles perdurent encore, malgré les aides gouvernementales, les aides étatiques. Ça va avoir un impact sur l'évolution du marché agricole ? Alors sur la crise énergétique, il y a 2 points. Sur la partie consommation de matières premières agricoles, c'est un fait, on le voit, on a une certaine baisse qui peut opérer dans certains secteurs. Je vous évoquais les meuniers. Alors il y a différentes tailles évidemment de meuniers, mais lorsqu'on regarde les chiffres officiels publiés, on a par exemple sur les mois de novembre-décembre une baisse de la consommation de blé chez les meuniers liée en partie à cette crise énergétique. Le deuxième point, ça va être sur les agriculteurs qui eux aussi sont chefs d'entreprise. Et la crise énergétique a eu un impact significatif sur les coûts de production, que ce soit pour les frais de séchage pour le maïs, mais surtout sur la partie engrais, puisqu'il faut du gaz pour produire de la solution azotée. Donc la hausse qu'il y a eu sur les prix du gaz a entraîné une forte hausse des des engrais et des intrants en général. Et automatiquement, le coût de production des producteurs a littéralement explosé cette année. Très clair. Vous avez évoqué des problèmes de fret, vous avez dit également que la Russie avait stocké énormément de blé. Du coup, si ce blé doit être exporté, il faut que les routes soient ouvertes. Or, aujourd'hui, on a bien conscience que la guerre en Ukraine est un facteur plutôt qui pèse sur ces exportations. On en est où exactement de la guerre des conséquences de la guerre en Ukraine sur le marché agricole exactement ? Alors l'Ukraine, sur la période février, mars, avril, en plein cœur du conflit, lorsque les ports étaient bloqués, ils exportaient moins d'1 million de tonnes tout grain par mois. C'est ce qui a expliqué la flambée des marchés, tout simplement parce que d'autres origines, type les origines françaises, ont dû prendre le relais pour nourrir aujourd'hui une partie de la population mondiale. Il s'avère qu'avec le corridor qui a été signé et les améliorations logistiques de la part de l'Ukraine, on est désormais à 5 millions de tonnes et plus mensuels. Donc on revient sur un rythme quasi similaire à ce que l'on avait en novembre-décembre 2021, c'est-à-dire avant le conflit. Donc ça, c'est une aubaine aujourd'hui pour les échanges au niveau international. Ça pèse aussi sur les cours et c'est ce qui explique que la prime de risque allouée au conflit aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie a fortement diminué. Les prix ne sont plus à 400 € la tonne comme lorsque la logistique était bloquée. On est sur du 290, donc on a fortement essoufflé. Fortement essoufflé. Donc vous avez déjà plus ou moins dressé un faisceau d'indicateurs, de variables qu'il faudra surveiller au cours de la saison 2023. Vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé macroéconomie, vous avez parlé géopolitique. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qu'il va falloir surveiller ?
Alors tous les facteurs sont évidemment importants à surveiller aujourd'hui et ils sont nombreux comme je vous l'évoquais, même si la crise sanitaire humaine avec le coronavirus semble être un petit peu derrière nous, en tout cas le plein boom est derrière nous, les opérateurs garderont en tête que ça peut arriver. Et le fait qu'ils gardent en tête que ça peut arriver, ils prendront des positions de manière plus freinée sur les marchés. Donc ça aura des incidences. On a cette partie sanitaire humaine, cette partie sanitaire animale, la macroéconomie on en a parlé, l'aspect climatique qui restera toujours sur les marchés agricoles extrêmement important. Mais très difficile à prévoir. Très difficile à prévoir et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'une volatilité accrue parce que énormément d'incertitudes et que ces incertitudes elles sont multiples. Avant elles étaient météo, maintenant elles sont sanitaires, elles sont réglementaires, elles sont macroéconomiques, donc oui elles sont aussi géopolitiques et ça va dans un sens comme dans l'autre. On a un rapprochement actuellement par exemple entre l'Australie et la Chine qui était en froid notamment sur les exportations d'orge. Il s'avère que si demain les Chinois et les Australiens repartent sur des flux d'orge, ça va pénaliser les exportations françaises d'orge et ça c'est pleinement de la géopolitique et des accords internationaux. Il y a d'autres indicateurs, il y a d'autres rapprochements géopolitiques là, que vous avez en tête, dont vous pouvez nous parler. Il y a des situations que vous avez... Alors il y en a plein encore une fois, il y en a qui sont plutôt attendus. Je vous parlais de la Chine et de l'Australie. Évidemment il y en a surtout un tas d'autres qui sont un petit peu laissés de côté lorsque l'on parle de l'Ukraine et la Russie, qui pouvaient imaginer évidemment qu'on allait être sur cette situation-là. Donc il faut rester extrêmement humble lorsque l'on parle de géopolitique, tout simplement parce que cette humilité aujourd'hui nous a prouvé par le passé qu'il pouvait se passer beaucoup de choses qui n'étaient encore une fois pas envisagées. D'où l'idée de dresser différents scénarios, d'où l'idée d'avoir un cadre de gestion dans les achats et dans les ventes, et d'où l'idée de suivre évidemment de très près le marché parce que ça va très vite. Et d'où l'idée donc d'être client chez Agritel, puisque vous délivrez de nombreux scénarios tout autour de cette situation, donc on peut caractériser pour 2023 encore volatile et fragile. Absolument. Ok, très clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Arthur. Arthur Portier, Commodities Analyst chez Agritel. Je vous rappelle encore que c'est une interview qui a été enregistrée le 11 janvier. On marque une pause et juste après, ce sera l'heure de retrouver Mathieu Driol et sa commo du jour. A tout de suite sur Téléfinance.